La vidéo que vous vous apprêtez à voir est une première dans le monde du business en ligne. Pour la première fois dans l'histoire du dropshipping, un dropshipper révèle en exclusivité sur YouTube, sans filtre, les réalités sombres du dropshipping qu'il a appris après avoir généré plus de 100 000 € en chiffre d'affaires. Depuis des années, des milliers de YouTubeurs parlent des avantages du dropshipping, mais ne parlent pas des réalités qui pourtant détruisent la vie de milliers de jeunes fauchés chaque jour. Il y a 4 ans, dans un pays non éligible pour la plupart des business en ligne, étant un étudiant boursier, fauché, je me lançais pour la toute première fois dans une aventure pour générer de l'argent via un business en ligne. Ayant peu d'argent, je cherchais ce business en ligne qui pouvait me permettre de me lancer avec 0 € d'investissement. Après être tombé sur de nombreuses vidéos, je me suis lancé en dropshipping, ce qui a très vite mal tourné parce que j'ai dû affronter les réalités auxquelles font face les dropshippers, surtout ceux qui commencent avec un petit budget. Je me suis retrouvé sans un centime après cette expérience et avec des dettes. Un an plus tard, je faisais mes premiers 100 000 € avec ce même business, dropshipping. Qu'est-ce qui a changé entre-temps et quelles sont les réalités que j'ai découvertes? Nous sommes exactement le 27 décembre et cette période de l'année, c'est une période qui restera à jamais dans mon cœur parce qu'il y a 4 ans, en cette période de l'année, j'étais en train de réaliser mes premiers 100 000 € en chiffre d'affaires avec le dropshipping. C'est une très belle expérience, une expérience avec beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'échecs, mais beaucoup de réussites aussi. Et suite à cette expérience, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Et sur cette vidéo aujourd'hui, je veux partager avec vous les gars les vérités sombres du dropshipping auxquelles j'ai eu à faire face pendant cette aventure vers mes premiers 100 000 € en dropshipping. C'est fou parce que énormément de jeunes aujourd'hui se laissent vendre le rêve qui est fondamental et qui est même légitime d'ailleurs de croire qu'ils peuvent réaliser ou qu'ils peuvent se lancer en dropshipping avec 0 €. Réellement, c'est possible, mais j'ai envie de dire que la première étape, c'est pas réellement de se lancer en dropshipping. Il y a des choses qu'il faut faire avant. Il y a beaucoup d'expérience qu'il faut acquérir. Il faut avoir de l'argent pour se lancer en dropshipping. Là, c'est réellement la première réalité à laquelle j'ai fait face lorsque je me suis lancé en dropshipping. C'est qu'on commence par le dropshipping avec 0 €. Et oui, aujourd'hui, je sais qu'il est difficile de commencer le dropshipping avec 0 €, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il existait une période où, tout comme beaucoup qui veulent se lancer, je me laissais aveugler par l'espoir de pouvoir accomplir autant que ces dropshippers youtubeurs que je voyais avec rien dans les poches. Aujourd'hui que je sais la vérité, la question est de savoir comment en suis-je venu à cette conclusion. La réalité, c'est qu'avant de réaliser 100 000 € en dropshipping, ce n'était pas mon premier essai. J'avais déjà eu à essayer le dropshipping auparavant. Étant un étudiant étranger en Turquie, un étudiant boursier en l'occurrence, j'étais tombé sur une publicité comme tout le monde qui parlait de comment gagner de l'argent en ligne en utilisant une certaine méthode. C'était une publicité de Tai Lopez. La réalité, c'était que la publicité, en fait, je l'avais regardée avec un ami qui était venu me présenter ça. Moi, j'étais en train de travailler sur un projet pour mon père et tout. Un projet qui à la fois reliait les informations que j'avais acquises de l'école et aussi un objectif que mon père avait pour une plateforme en ligne. Du coup, je me suis dit à cette époque que ouais, avec mon ami, ce serait une très bonne idée de se lancer en business en ligne. Et on a commencé à chercher en ligne comment réellement gagner de l'argent en ligne. Nous sommes tombés sur beaucoup de vidéos qui parlaient de comment gagner de l'argent avec des méthodes qui aujourd'hui pour moi me semblent farfelues. Comment gagner de l'argent en répondant à des captchas, comment gagner de l'argent en écoutant des musiques et tout et tout. C'est vrai que c'est possible de gagner de l'argent entre guillemets avec ce genre de méthode, mais combien? Et pour ceux qui ont déjà eu à réussir, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi. En tant que novice, on a commencé à chercher. Heureusement pour nous, nous étions tombés sur une publicité spécifique qui voulait nous vendre une formation pour se lancer une agence de marketing digital. Je vais vous épargner un peu les détails de l'histoire. Nous avons lancé l'agence de marketing digital après énormément d'essais et d'erreurs. Le peu d'argent qu'on avait, on l'a perdu. Peut-être par manque d'expérience, peut-être parce que nous venions de nous lancer et c'est normal. La plupart des gens qui commencent se cassent la gueule au départ. C'est normal. Vous allez aussi vous casser la gueule, très probablement. Je suis désolé de dire ça. Surtout pour ceux qui ne se sont pas encore lancés parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont réellement dans le game déjà. Je pense que c'était à cette époque que Yomi Denzel faisait son coming out de 0 à 1 million de dollars étant étudiant et tout. Donc du coup, ça a un peu attiré mon attention sur le dropshipping. Et à cette époque, après l'échec avec la première agence de marketing digital, on avait décidé d'essayer un peu le dropshipping. Sauf qu'on n'avait pas d'argent en poche, rien du tout. Et la première réalité à laquelle on a fait face lorsqu'on a essayé de se former, au moins avec les informations qu'on trouvait sur YouTube, c'est qu'au minimum, pour lancer une boutique de dropshipping et faire des résultats aussi vite qu'on pense qu'on peut les faire, il faut un minimum d'investissement. Il faut avoir un peu d'argent de côté pour les publicités, un peu d'argent pour au moins payer les produits et faire envoyer les produits au départ lorsque les premières ventes se présenteront. Parce que la réalité, c'est que entre le moment où quelqu'un achète sur votre site et le moment où vous recevez de l'argent, il y a un gap.
il y a une certaine période de temps, une certaine durée et vous devez souvent attendre que cette durée passe pour pouvoir recevoir l'argent. Et si vous comptez sur cet argent pour acheter les différents produits et envoyer ces différents produits à vos clients, éventuellement, vous allez faire du n'importe quoi. Ça m'amène à la deuxième réalité à laquelle j'ai fait face avec le dropshipping, c'est que pour faire le dropshipping, au départ, si vous n'avez pas d'argent, je ne dirais même pas d'argent parce que comme je l'ai dit, si vous n'avez pas d'argent, ça vaut pas la peine, ne vous lancez pas en dropshipping. Si vous avez peu d'argent, au départ, il faut faire de la merde. Il faut faire un business avec un produit bas de gamme, un produit que pour la plupart du temps, vous savez vous-même que le produit ne satisfera pas vos clients. Mais juste pour mettre la machine en marche, pour que la machine puisse commencer à tourner, que ça puisse commencer à générer des fonds que vous pouvez utiliser par la suite pour peut-être améliorer le produit, améliorer le packaging, améliorer beaucoup d'aspects de votre business. Il faut éventuellement que vous fassiez du bas de gamme. Pendant pas mal de temps, j'ai essayé d'avoir des résultats en dropshipping sans succès. Et jusqu'à avant que je ne fasse ma première vente et par la suite mes premiers résultats concrets, je pensais que le problème réel était le fait que je ne faisais pas les choses bien. Certes, ceci était le cas pendant un bon bout de temps. L'un des problèmes, qui ne m'en semblait pas à l'époque, était que j'avais des attentes trop grandes pour un petit budget et l'un de mes coachs à l'époque me l'avait fait comprendre de façon subtile. Par exemple, je ne pouvais pas avec un tel budget offrir à mes clients des délais de livraison ultra rapides. Je ne pouvais non plus dire à mes clients qu'ils recevraient leurs produits 2 semaines après ou 1 mois après dans certains cas. Ceci aurait été équivaut à ne pas faire de vente. Pendant pas mal de temps, mon éthique personnelle m'a convaincu qu'il fallait que je mette sur le site les délais réels que je prévoyais dans les pires des cas. J'étais choqué un jour quand mon coach a souligné ça comme étant un problème, me demandant de mettre sur le site des délais plus courts, sachant que ce serait difficile de les atteindre. Et sachez-le, des cas de figure comme ça, il y en a des dizaines. La vérité, c'est que beaucoup de youtubeurs que vous voyez, beaucoup de dropshippers que vous voyez, moi je le dis aujourd'hui ouvertement, mais c'est réellement pas facile de le dire. Vous n'allez pas voir beaucoup de dropshippers qui le disent. Au départ, lorsqu'ils lancent leur première boutique de dropshipping, ils font du service bas de gamme. Le service client n'en vaut pas la peine. Le produit n'en vaut pas la peine. Même le type de publicité aussi n'en valent pas la peine. Et je pense en général, ce sont des clients impulsifs en général qui achètent de ce genre de boutique au départ. Mais est-ce que c'est mauvais? Oui, je pense que c'est mauvais. C'est mauvais pour qui dit que c'est mauvais, quoi. Ça m'amène à la troisième vérité que j'ai découvert, c'est que ça manque un peu d'éthique parfois. Nous avons tous une éthique personnelle, pour certains plus haut que d'autres, mais cette éthique est le guide qui nous permet de rester en phase avec nos principes. Pensez-y un instant, vous êtes-vous jamais posé la question de savoir si votre éthique, s'il est très haut, peut représenter un frein à votre succès? Eh bien, je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à ce que je sois mis en face d'un fait en dropshipping par l'un de mes coachs qu'il faut parfois réduire son éthique au début pour avoir une chance de mettre la machine en marche. Je me rappelle que je regardais une vidéo d'un monsieur qui parlait de marketing et qui disait que le marketing de certaines compagnies peut sembler plus éthique que le marketing de d'autres, mais l'éthique en soi dépend de tout un chacun. Quel est le niveau d'éthique pour toi? Est-ce que tu te sens prêt à briser par exemple certaines barrières juste pour faire de l'argent? Et de nombreuses fois, on va juste rester derrière nos écrans et voir les résultats que certains dropshippers nous présentent comme étant les résultats qu'ils ont pu faire avec leur boutique, mais on ne sait réellement pas ce qui se passe dans le game. Une petite anecdote, pendant la période où on réalisait les premiers 100 000 euros, mon ami m'avait dit un jour qu'il commence à comprendre ce que mindset voulait dire dans les formations qu'on a eu à prendre. Parce que en général, dans les formations en dropshipping, dans tous ces business, on a le module mindset et c'est un module qui t'apprend à avoir l'état d'esprit qu'il faut pour gagner dans ces business-là, pour avoir des résultats. Et juste comme une blague, il m'a lancé ça comme ça, que je comprends maintenant ce que mindset voulait dire dans ces différentes formations. Il faut avoir l'état d'esprit de pouvoir faire quelque chose qui te semble moins éthique ou très peu éthique, mais le faire quand même parce que tu te dis que tu veux atteindre un résultat. Et après tout, l'idée c'est que ce qui te semble pas éthique peut sembler éthique à quelqu'un d'autre. Après, je dis pas que c'est ce que les gens doivent faire, non, du tout. Je dis juste qu'en général, c'est ce qui est fait, surtout pour les dropshippers qui commencent avec un très petit budget et qui n'ont pas réellement les moyens de lancer quelque chose de qualité. La réalité, c'est que pour la première boutique qu'on a lancée, on avait un tout petit budget, on a essayé avec les moyens qu'on avait, pris un produit, on vendait des tatouages temporaires, on s'est cassé la gueule. La boutique n'a pas du tout marché. On a perdu tout l'argent qu'on avait pu gagner auparavant parce qu'avant, on a commencé à vendre des services sous une agence et tout. C'était une très belle expérience d'apprentissage et tout. Et là, ça m'amène à la quatrième réalité. C'est que le dropshipping n'est pas aussi facile qu'on le pense.
La question, est-ce que le dropshipping est réellement ce business qu'on peut faire en 2 heures par jour est réel? Beaucoup de dropshippers dans leur message de vente pour leur formation nous ont fait croire que c'est le cas. Le coach qui a changé les choses pour moi en dropshipping m'avait fait comprendre au début de son coaching que la première étape pour avoir des résultats était d'accorder toute son énergie et son attention à ce business. Tous ceux que j'ai vus qui ont eu des résultats en dropshipping ont dû y consacrer minimum 90% de leur temps et attention au début pour que les choses marchent. Beaucoup de personnes se disent que ah ouais, le dropshipping, on dit qu'on peut se coucher le soir, on se lève le matin, on est riche avec le dropshipping, c'est le business qu'on peut lancer depuis son téléphone et tout et tout. Mais il faut savoir que le dropshipping, c'est un business comme tout autre business et ça implique qu'il faut s'y mettre, il faut avoir des stratégies de marketing à la pointe, à jour, qui suivent la mode. Par exemple, quelles sont les plateformes sur lesquelles vos clients potentiels passent le plus de temps, vous devez y penser avant de faire vos publicités. Vous devez penser au produit, quel angle de marketing utiliser pour promouvoir le produit, ainsi de suite. C'est réellement un business qui implique beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Donc la réalité en dropshipping est très différente. Et si éventuellement vous voulez vous lancer en dropshipping en vous disant que ouais, ça c'est le business qui va me rendre riche demain, c'est faux. La réalité c'est qu'avant de réaliser ce premier 100 000 € en dropshipping, on a eu à tester des choses, à faire des erreurs, à échouer, à perdre de l'argent, énormément de fois en ligne dans divers business, en essayant diverses choses. Et à chaque fois, chacune des échecs nous ramenait à une case où on réalisait qu'il y avait d'autres choses qu'on devait apprendre pour pouvoir atteindre un certain type de résultats. Maintenant, essayons un peu de ramener l'histoire un peu plus tôt à une situation qui est probablement une situation dans laquelle beaucoup de personnes qui veulent se lancer se trouvent. Une situation d'une personne lambda qui n'a jamais lancé de business et qui se dit qu'on peut juste se lever un beau matin, créer un site web très rapidement en une journée et commencer à vendre en ligne. La vérité, c'est que en lançant ma première boutique en ligne, surtout que je n'avais pas encore pris de formation en dropshipping à ce moment, je me disais que la première étape pour moi, c'était d'aller créer une boutique en ligne et trouver un produit et le rajouter à la boutique en ligne et commencer à vendre. Je n'avais aucune idée de comment ça se passe réellement pour recevoir les paiements depuis les cartes de crédit des clients. Et cette ignorance-là m'a fait quelque part croire qu'on peut lancer un business comme ça, surtout un business en ligne, sans toutefois devoir être couvert légalement. La vérité, c'est qu'à cette époque-là, c'était encore possible de se lancer en dropshipping sans réellement être couvert légalement. C'est-à-dire qu'avec un compte personnel, tu pouvais créer un compte Stripe et commencer à vendre. Et à l'époque, c'est ce que j'avais fait, bien que je n'ai pas eu de vente sur cette première boutique-là. Mais la réalité, c'est que vous aurez besoin d'une structure légale pour vous couvrir. Imaginez-vous que vous créez un business et vous y investissez votre temps et votre argent durement gagné. Vous faites des ventes juste pour vous rendre compte que vous devez reverser tout cet argent au gouvernement. Votre investissement plus vos bénéfices. Comment vous vous sentiriez? Bon, j'exagère, mais malheureusement, des situations similaires, bien sûr pas aussi extrêmes, peuvent survenir si l'on n'utilise pas la bonne structure légale pour gérer son business. Bah moi, je l'ai appris avec le foie aux fesses. Le dropshipping en soi, étant un business, c'est un business comme tout autre business. Et ça implique que vous devez être enregistré comme un business légal. Vous devez faire vos différentes transactions suivant une certaine règle. Par exemple, actuellement en Europe, il faut que vous collectez la TVA, que vous ayez un numéro IOSS pour que vous puissiez reverser la TVA que vous aurez collectée par après. Donc, il faut quelque part avoir une structure légale. Cette structure légale, à une certaine époque, pour moi, était une micro-entreprise qui appartenait à une connaissance en France. À une autre époque, ça a changé, c'est devenu une compagnie offshore en Angleterre. Aujourd'hui, c'est une compagnie aux États-Unis. Comme je l'explique un peu dans l'une des vidéos où j'explique comment créer une compagnie offshore, que vous pouvez bien sûr trouver quelque part en haut là. Mais avant de me rendre compte qu'il me fallait réellement une compagnie pour me lancer, j'étais déjà dans le game, j'avais commencé à créer une boutique, essayer de vendre, bien que les premières boutiques n'ont réellement pas réussi. Un an est passé et ensuite, le moment où j'ai décidé réellement de me lancer en dropshipping, j'ai réalisé que les choses étaient devenues beaucoup plus compliquées. Beaucoup plus compliquées dans le sens où pour créer par exemple un compte Stripe, il fallait avoir une structure légale. Donc, quand je dis avoir une structure légale, tu pouvais toujours créer un compte Stripe en tant que personne, mais une fois que tu commençais à faire un certain chiffre d'affaires, il fallait réellement que tu puisses avoir une structure légale sous laquelle tu déclaras ces taxes. Cette structure légale aurait aussi bien pu être une simple micro-entreprise, un statut d'auto-entrepreneur, tout comme une LLC ou une LTD. Donc, étant en Turquie, qui est un pays non éligible à Stripe, je veux dire, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, il me fallait trouver un moyen de pouvoir acquérir Stripe parce que sans Stripe, il n'y avait pas de vente sur un site web. Donc, on a trouvé une partenaire qui nous a aidé avec sa compagnie qui était tout simplement une micro-entreprise et on a commencé à tester de nouveaux produits, on était beaucoup plus dans le game, on a pris de nouvelles formations, de nouveaux coachings et très vite, en fin d'année, nous étions en plein Q4. Pour ceux qui font le dropshipping, ils savent de quoi il s'agit. En plein Q4, on a commencé à faire des ventes
suite à un certain coaching qu'on avait pris. La réalité, c'est qu'on était très enthousiaste parce que après énormément d'essais et d'erreurs, on a réellement pu débloquer en fait cet algorithme-là, trouver réellement la façon de faire pour avoir des ventes. Et c'était un sentiment réellement de victoire. Un peu comme dans un jeu vidéo où tu essayes de débloquer une étape énormément de fois et tu n'y arrives pas. Et ensuite, un beau jour, tu essayes quelque chose et ça marche. C'est réellement la même sensation. On a fait de l'argent, on a commencé à scaler sur la même boutique, scaler sur plusieurs pays. Pour ceux qui savent, le scaling horizontal, le scaling vertical, tout ce que vous savez du scaling en dropshipping, on a fait ça sur cette boutique-là. On est monté à 10 000 euros, ensuite on est parti à 20 000, à 30 000. On n'arrivait pas à réaliser à quel point les chiffres montaient très vite. C'était pas le fruit du travail d'une seule nuit, c'était le fruit du travail de beaucoup de temps. Et très vite, les chiffres sont montés, sont allés à plus de 100 000 euros. Je me rappelle qu'en cette période, exactement en novembre, on était peut-être autour de 40-50 000 euros. Ensuite, en décembre, on est arrivé à 100 000 euros. Janvier, nous sommes allés avoisiner les 150 000 euros en chiffre d'affaires sur cette boutique et les boutiques annexes qui faisaient partie de notre scaling. C'est une très belle expérience parce qu'on a gagné de l'argent, mais la réalité, c'est qu'à ce niveau, ayant fait ce gros chiffre, il y avait toujours une certaine part de naïveté dans notre façon de fonctionner et aussi dans les réalités réellement de ce que c'est qu'avoir un business. L'une des choses, par exemple, qu'on a appris, l'une des vérités auxquelles on a très vite eu à faire face et de la pire des manières, c'est que en tant que propriétaire de business, il faut savoir réellement comment les structures légales qu'on utilise fonctionnent. Vous avez une structure légale, vous avez vos comptes Stripe et PayPal. Est-ce réellement tout ce qu'il vous faut pour vous garantir le succès? Il faut avoir une certaine connaissance en fait de comment les structures légales, les personnes morales ou les différents types de business qu'on utilise fonctionnent. Et je mets les choses en occurrence. Avec cette boutique, faisant un chiffre d'affaires avoisinant les 150 000 euros, donc 130 et quelques mille euros, on a très vite été rattrapé par la structure légale qu'on avait utilisée. Donc la cinquième vérité brutale à laquelle on a fait face, c'est qu'il faut avoir le minimum de connaissances sur les structures légales et prendre une structure légale en connaissance de cause. La prochaine vérité, c'était que il faut payer les taxes. Payer ces taxes, c'est le devoir de tout bon citoyen parce que ça permet de faire évoluer la société dans laquelle nous vivons communément. Ça devient difficile quand il faut payer des taxes à une société dans laquelle on ne vit pas. On perd la motivation parce qu'on ne voit pas réellement comment on en profitera. N'allez pas croire que parce que vous vivez dans un pays et que vous vendez dans un autre, vous êtes épargné de votre responsabilité de payer vos taxes. En tout cas, moi je l'ai cru à une époque. Tu ne peux pas te lever un beau matin, tu penses que tu es le fils du président des États-Unis et tu peux lancer n'importe quel business et t'en sortir comme ça, faire de gros chiffres d'affaires, ne pas payer les taxes. Il faut payer les taxes. Maintenant, il fallait payer les taxes à qui? Il faut payer les taxes à la juridiction qui t'a donné la structure légale que tu utilises. Cette époque, on utilisait une micro-entreprise française et je me rappelle, l'un des critères de taxes, c'était qu'il fallait payer 12,5% de son chiffre d'affaires en taxes. Quand je parle même des taxes, c'était la contribution sociale parce qu'après cette contribution sociale, il y avait une deuxième taxe. Je me rappelle plus exactement du pourcentage, mais la réalité c'est que ayant fait un tel chiffre d'affaires, pensant que juste parce qu'avec nos chiffres, les chiffres qui montraient combien on avait vendu au total, combien on avait dépensé pour acheter les produits, pour faire le marketing, et faisant ce calcul et voyant qu'on avait un profit de, disons, 40% sur la boutique, on se disait que les 40% c'était ce qui devait rentrer dans nos poches. Malheureusement, très brutalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas et qu'il fallait payer des taxes. Payer les taxes, c'était un problème, mais ce n'était pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'était la structure légale qu'on avait utilisée. La structure légale nous demandait de payer plus de taxes que ce qu'on aurait payé si on avait une autre structure légale. Si on avait eu plus d'informations, on avait eu l'information à temps, on avait changé le type de compagnie qu'on utilisait pour faire nos ventes et tout. Donc, au final, 40% de bénéfices réalisés, 12,5% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, du chiffre d'affaires, qui doivent être reversés en contribution sociale à la France. Et ça, ce sont des vérités que beaucoup de dropshippers ne vont pas réellement se mettre devant une caméra pour dire parce qu'ils veulent garder en fait le mythe que lorsque tu lances une boutique dropshipping, tu fais les publicités de X euros, tu achètes les produits à X euros, le reste c'est bénéfice et tout, pour faire croire qu'en fait en dropshipping, on ne fait que de gros chiffres, on réalise énormément d'argent. C'est vrai qu'on peut réaliser beaucoup d'argent avec le dropshipping, mais il faut savoir que derrière les chiffres qu'on voit sur les screenshots partout, sur les captures d'écran, c'est pas réellement les chiffres qui entrent dans les poches. Donc 40% moins 12,5% de contribution sociale à la France, on se retrouve avec moins d'une trentaine de pourcents de bénéfices sur la boutique, ce qui est bien parce que beaucoup de business que vous connaissez, de grosses marques, de grosses compagnies avoisinent les 25% en bénéfices de toutes les façons. Donc un business qui rapporte 25% de bénéfices, c'est déjà bien. Sauf que 12,5% ne suffisait pas. Et imaginez-vous que avant même que les 12,5% ne soient retirés, on avait déjà fait les calculs de ce que chacun devait recevoir à la fin du deal dans sa poche. Une chose qu'on avait bien fait, c'était de
de bien fixer en fait les différents pourcentages de chacun en fonction des apports financiers au départ, des apports en énergie, en expertise et tout. Donc chacun, ça fait presque exactement le chiffre qu'il devait gagner sur les 40% de bénéfices et tout. Sauf que un beau matin, tu te lèves et tu vois ce chiffre diminuer drastiquement parce que tu dois reverser une contribution sociale à un pays qui, excusez-moi, ne t'a même jamais donné un visa pour visiter ce pays et tout. Tu te dis, est-ce que si j'avais su, j'aurais utilisé cette structure légale, cette compagnie-là pour lancer cette boutique. J'aurais peut-être pu créer une compagnie offshore à cette époque en Angleterre, peut-être profiter de meilleurs avantages fiscaux, je sais pas, avoir plus de bénéfices et tout. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'apprendre, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends juste étant dans le bain. Si je n'avais pas fait ce chiffre d'affaires, je n'aurais peut-être jamais appris que les taxes pour une structure légale ou pour un type d'entreprise peuvent différer des taxes pour un autre type d'entreprise. Et comme on dit souvent, apprendre de façon brutale, c'est souvent la meilleure façon d'apprendre parce qu'on n'oublie jamais. Donc, comme je disais, comme si ça ne suffisait pas, 12,5% n'était pas la seule chose qui devait être déduite de ce bénéfice. Il y avait encore une deuxième taxe. Je ne me rappelle plus exactement de comment ça s'appelait la deuxième taxe, mais si j'ose croire, c'était une taxe qui avoisinait peut-être les 6,5% ou 8% du bénéfice ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Et au total, on est sorti de ce business profitable avec de l'argent en poche. Dieu merci parce qu'on avait de grosses marges, mais pas aussi profitable que si j'avais montré les captures d'écran à cette époque, vous aurez pensé, et pas aussi profitable qu'on aurait voulu l'être. Donc, grosse vérité, il faut savoir que vous devrez payer des taxes. Et lorsque vous faites vos calculs de profitabilité, il faut le faire en sachant que vous avez une marge de taxes à payer. Surtout si vous utilisez une certaine structure légale. Dans mon cas de figure, si j'avais utilisé par exemple une compagnie aux États-Unis, je n'aurais pas payé 12,5% de mon chiffre d'affaires en contribution sociale, vu que je ne vis pas aux États-Unis et que je n'ai aucun business actif sur le territoire, aucun employé sur le territoire. J'aurais tout simplement déclaré mon chiffre d'affaires et les États-Unis ne m'auront pas demandé de payer des taxes. Ils m'auront tout simplement laissé la responsabilité de déclarer ce chiffre d'affaires dans la juridiction dans laquelle je vis et d'aller payer les taxes là-bas si je veux. Ceci me ramène à une autre vérité, une vérité très triste, mais c'est une réalité, c'est que beaucoup de dropshippers qui laissent croire qu'ils font beaucoup d'argent avec le dropshipping ne le sont pas. Redéfinissons la profitabilité. C'est selon moi le fait de pouvoir sortir d'un business avec plus d'argent qu'on a investi. Après avoir eu des boutiques sur lesquelles j'ai fait des ventes et des chiffres sans être profitable, je comprends aujourd'hui que parce que quelqu'un vous montre ses chiffres, ça ne veut pas dire qu'il fait de l'argent avec ce business. De nombreuses fois, on lance une boutique, on fait des ventes, je fais 1000 € la journée, même si je dépense 600 € la journée en publicité et achat des produits. Parfois, il y a beaucoup d'autres dépenses qui sortent un peu de nulle part, beaucoup d'autres dépenses qui ne sont pas calculées pour les novices en général, qui nous mettent dans une situation où on n'est pas profitable. Et lorsque les gens vont regarder le chiffre d'affaires, ils vont se dire « Ah ouais, ce gars, ouais, il fait beaucoup d'argent, ouais, faut qu'on contacte ce gars pour qu'il nous montre comment et tout et tout. » La réalité, c'est que contacter ces personnes, c'est une bonne chose parce que déjà faire des ventes, c'est pas quelque chose de facile. Faire des ventes, c'est réellement difficile en dropshipping. Déjà, si quelqu'un fait des ventes, ça veut dire que cette personne a une certaine expertise. Mais n'allez pas croire que parce que cette personne fait des ventes, cette personne est profitable. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de dropshipper qui soit profitable. Beaucoup de dropshippers sont profitables. La preuve est que sur cette boutique, moi, j'étais profitable aussi. Mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de dropshippers qui montent des chiffres mais qui ne sont pas profitables. Et au final, lorsqu'on lance un business, c'est pour faire de l'argent. C'est pas quelque chose d'autre. Alors, une autre vérité, une réalité très brutale, l'une des réalités même les plus brutales du dropshipping à laquelle j'ai eu à faire face, c'est que la plupart des plateformes en ligne de paiement, des banques en ligne et tout, n'aiment pas le dropshipping. Stripe, Facebook. Je ne sais pas si TikTok a déjà commencé à détester le dropshipping aussi, mais il se comporte encore bien pour l'instant. TransferWise et toutes ces plateformes-là, ces banques en ligne n'aiment pas les dropshippers. Et pendant notre parcours, c'était réellement un combat entre nous et Facebook. Tu es en train de scaler ta boutique, tu te lèves le matin, tes comptes sont bloqués, tu demandes qu'on te débloque, on te demande de faire tomber une publicité, tu fais tomber la publicité, on te débloque. Après le lendemain, tu es encore bloqué. Beaucoup de temps que tu perds et tout, donc tu fais réellement ce combat avec Facebook. Après, on te bloque ton compte Facebook définitivement. Tu te retrouves un matin pour continuer de scaler à devoir acheter un autre compte Facebook. Tu appelles des amis, oh, est-ce que je peux utiliser ton compte Facebook et tout. En réalité, Facebook par exemple n'aime pas le dropshipping parce que derrière Facebook a constaté, je me dis que de nombreuses fois lorsque quelqu'un clique sur un lien pour aller acheter un produit sur un site, cette personne attribue directement en fait la responsabilité de cet achat à Facebook. C'est-à-dire, la personne va se dire, ah ouais, j'ai acheté ce produit sur Facebook, j'ai vu ce produit sur Facebook, alors que réellement Facebook en soi dit dans ses politiques de confidentialité que les sites sur lesquels les gens achètent des produits, c'est pas eux. Ils sont tout simplement une plateforme de publicité. Et lorsque vous achetez un produit sur un site web, vous êtes responsable de votre achat. Donc du coup, pour ne pas que Facebook puisse avoir sa réputation entachée, à chaque fois lorsque les gens achètent des produits sur des sites qui n'arrivent jamais, qui arrivent et qui sont de bas de gamme et tout,
Facebook a donc décidé de mettre une barrière d'entrée un peu plus élevée, plus de réglementation au niveau en fait de qui peut faire des publicités, quel genre de publicités aussi peuvent être faites sur sa plateforme. Ce n'est que normal. Et ces réglementations en général touchent les dropshippers qui commencent bien sûr en général leur business ou leur aventure avec des produits bas de gamme. C'est ça la réalité, c'est que Facebook n'aime pas les dropshippers. Après, les méthodes de paiement comme Stripe et les banques en ligne aussi, lorsque vous commencez à faire de l'argent très vite avec une boutique en dropshipping et tout, et que vous n'avez réellement pas d'expérience fiscale, vous ne savez pas comment ça se passe pour déclarer ses revenus, pour payer des taxes et tout, vous ne savez pas comment ça se passe pour les règles selon lesquelles vous devez faire des transactions au sein d'une compagnie ayant un certain business, vous faites les choses de toutes les façons et n'importe comment. Et la réalité, c'est que pendant l'aventure de 0 à 100 000 euros dont je suis en train de parler un peu sur cette vidéo-là, j'ai eu mon compte Facebook qui s'est fait bloquer énormément de fois. J'ai eu des fonds qui se sont fait bloquer sur mon compte TransferWise juste parce que réellement, je n'avais pas cette expérience-là sur la façon dont il faut gérer une compagnie, comment il faut faire les transactions. Imaginez-vous qu'un beau matin, je me suis levé, je reçois un message de Wise qui me dit que j'ai mes fonds qui sont bloqués sur mon compte TransferWise pour une raison X ou Y et qu'il faut du temps pour qu'ils puissent faire des investigations. Je commence à me demander, ok, les factures, est-ce que tu peux donner la facture du paiement que tu as fait à telle personne? Est-ce que tu peux donner la facture du paiement que tu as fait à tel autre contracteur? Et généralement, parce que certaines fois, je devais envoyer de l'argent à mon agent qui se trouve en Chine et qui peut-être n'a pas une compagnie, qui ne me délivre pas une facture et tout, ou je vais envoyer l'argent à un tel autre contracteur de façon un peu farfelue. Ce n'est que normal que cette plateforme se dise que mais peut-être ce gars est en train de faire du blanchiment d'argent, qu'il vend des choses qu'il ne livre jamais, mais qu'il retire cet argent du compte de façon rapide et tout. Il veut peut-être fuir avec l'argent des gens et tout. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à cette époque, c'était très frustrant de faire face à toutes ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que je trouve ça réellement normal que ces différentes plateformes-là prennent toutes ces mesures-là pour ne pas que le grand monde soit arnaqué. Parce que beaucoup de dropshippers sont des arnaqueurs. Beaucoup de dropshippers sont des arnaqueurs. Nous ne sommes pas tous, mais beaucoup de dropshippers ont eu à faire des choses qui réellement ne semblerait pas éthique, vendre des produits et ne pas livrer ses produits. Alors du coup, ça me vient en tête, si éventuellement tu t'es lancé dans l'aventure du dropshipping ou du e-commerce et que tu n'as aucun moyen de recevoir des paiements, tu n'as pas accès à Stripe, PayPal ou toutes ces différentes méthodes de paiement et que tu souhaites avoir une solution pour avoir accès à toutes ces méthodes de paiement, j'ai un accompagnement sur comment ça se passe pour avoir accès à ces différentes méthodes de paiement là et toutes ces différentes opportunités là pour les pays non éligibles. Et tu peux tout simplement bénéficier de cet accompagnement là en remplissant le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo et je te recontacterai pour te donner les détails bien sûr de l'accompagnement. Bon allez les gars, la toute dernière réalité qui est très drôlement une réalité qui va susciter beaucoup de questions ou beaucoup de débats, c'est que le dropshipping peut être considéré comme haram. J'aimerais ici ouvrir le débat sur un sujet qui éveille ma curiosité depuis un moment. Et ceci parce qu'un ami musulman avait envie de se lancer en dropshipping, mais n'arrivait pas à se convaincre que ce n'était pas en conflit avec sa religion. Pendant longtemps, je suis resté assez catégorique sur mon point de vue sur ce sujet. C'est pourquoi je l'ai classé ici comme une vérité ou une réalité. Je pense que cette vidéo est l'occasion rêvée d'en parler. Est-ce que le dropshipping est haram? C'est un gros débat, Je me rappelle d'une fois, j'ai discuté avec mon pote musulman. Il voulait investir dans une compagnie pour attendre les bénéfices sur une certaine période de temps. C'était genre de compagnie, on te dit investis 1000 euros et tu auras 1500 euros après une certaine durée de temps. Et mon pote était venu me voir pour qu'on en discute pour parler de est-ce que c'est haram, est-ce que c'est réellement permis en islam ou est-ce que c'est pas permis. Moi, j'avais pas beaucoup d'informations en fait sur le sujet. Du coup, il m'a expliqué qu'en islam, lorsque tu fais quelque chose pour du profit, c'est haram, c'est pas permis, c'est un péché entre guillemets. Du coup, je ne sais pas si c'était la bonne explication et si du coup si vous êtes musulman, vous pouvez un peu plus m'édifier dans les commentaires. Mais quelque part, je me dis que le dropshipping, s'il n'est pas bien fait, peut être considéré comme haram si vous êtes musulman. Parce que quelque part, c'est des bénéfices qu'on recherche. Vous faites ce business, vous lancez ce business pour faire des bénéfices. Après, pour moi, ça reste une grosse question à laquelle je cherche des réponses. Donc si vous êtes musulman, laissez-moi des commentaires. Est-ce que faire des profits réellement représente un haram, représente un péché pour la communauté musulmane? Si la réponse est oui, bien sûr, ça va encore susciter beaucoup de questions auxquelles j'aimerais trouver des réponses. Mais là n'est pas le sujet. J'étais réellement ravi de vous avoir sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Partagez-la autour de vous, à votre entourage pour que beaucoup plus de personnes puissent profiter des différentes astuces dont on parle sur cette chaîne. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, si vous voulez regarder une autre de mes vidéos qui probablement vous serait très intéressante, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao.